dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Une histoire de famille, un savoir-faire, des créateurs, des créations, des tendances, beaucoup de passion. Ce nouvel épisode sur la maison Thévenon, éditeur de tissus depuis 4 générations, mais plus que jamais dans l'air du temps, regroupe tout ce qu'on aime dans Décodeur. Je suis donc ravie de rencontrer Vincent Thévenon à la tête de cette belle entreprise française. Bonjour Vincent. Bonjour Hortense. Alors, on va commencer par le début. Comment est née Maison Thévenon ? Je viens de le dire, c'est une histoire de famille depuis 4 générations ? Oui, tout à fait. Alors, c'est mon arrière-grand-père qui a lancé l'histoire Thévenon avec la dentelle du Puy. À l'époque, on est originaire du Puy-en-Velay, en Auvergne, et il a fait partie, mon arrière-grand-père Victor Thévenon, des créateurs. Vraiment, il a lancé la dentelle du Puy, qui depuis a progressé et s'est fait connaître en France et dans le monde entier. Avant, on est tous fils c'était des médecins, des docteurs, des chercheurs, donc ça n'avait rien à voir. Et lui, ça lui plaisait pas trop tout ça, donc il s'est lancé dans l'ameublement, dans la dentelle. Ensuite, donc il a prospéré. Mon grand-père a repris l'entreprise familiale, Frédéric Thévenon. Ça se passait bien, mais malheureusement, il est mort très jeune. C'était un gros fêtard. Il était en Auvergne, mais il passait la moitié de son temps à Paris. Il partait dans les années 30-40, les routes n'étaient pas les mêmes. Il partait d'Auvergne le soir vers 4h, vers 16h. Il arrivait à Paris vers minuit. Il faisait la fête la nuit, repartait le lendemain. Enfin bon, bref, ça n'a pas duré longtemps. Malheureusement, il est mort assez jeune. Et ma grand-mère a repris, qui était femme au foyer, qui n'y connaissait rien du tout, a repris l'entreprise familiale. Et elle a été incroyable. C'était une grande femme d'entreprise. Elle a développé elle a acheté les outils de production, elle a développé l'outil de production, elle voyageait beaucoup, c'est une aventurière, elle adorait voyager, donc elle a développé la maison à l'international. Voilà, et ma grand-mère est toujours vivante, aujourd'hui elle a 96 ans, elle conduit toujours, donc elle adore écouter mes histoires, l'évolution de l'entreprise, voir comment ça se passe, parfois elle me donne des conseils, enfin c'est très amusant. Nous voulons la voir régulièrement, on est ensemble régulièrement, dès que je suis en Auvergne, puisque je suis en Auvergne chaque début de mois. Voilà, je partage ma vie entre Paris et Le Puy, et je fais pas comme mon arrière-grand-père, je fais pas les allers-retours pour faire la fête. Donc je suis chaque début de mois en Auvergne, quelques jours, et puis après je voyage et voilà, je vis à Paris. Donc mon père ensuite, dans les années 80, lui a repris l'entreprise familiale. Il a décidé de vendre l'outil de production. Il estimait qu'un outil de production, lorsqu'on est producteur, ça nous limite dans la créativité. Donc un éditeur en général n'a pas l'outil de production, il sous-traite, c'est du travail à façon. Donc lui s'est dit maintenant on va laisser l'outil de production et on va créer, on va sous-traiter. On va travailler avec les meilleurs producteurs, les meilleurs artisans, les meilleurs sous-traitants pour créer des collections et ne plus donner de limites. Parce que lorsqu'on a une petite production, en gros, on répond à 3% de la mode, des tendances. On peut broder, on tissait certains jacquards, mais voilà, on est forcément très limité. Donc il a vendu l'outil de production, il se concentrait sur l'édition, on est vraiment devenu éditeur à ce moment-là, dans les années 80. C'était le bon mouvement à faire à l'époque parce que tout d'un coup, il a pu s'épanouir dans les créations, dans les couleurs, dans les tendances, dans les matières, et il s'est vraiment fait un nom. Alors, il a testé plein de choses à l'époque, il a imprimé, c'était le premier à lancer les peints-mains. C'est-à-dire que c'était des tissus, des toiles sur lesquelles des gens peignaient des dessins, donc ils étaient un peu tous uniques. Donc il avait mis en place ce process. Alors c'était un petit peu industriel, mais pas tant que ça. Et ça a connu un énorme succès. Alors le revers de la médaille, c'était très original, c'était magnifique, mais au bout de 2-3 lavages, ça devenait blanc. La peinture partait, c'était pas. Donc au bout d'un moment, il a quand même réussi à trouver un process pour que ça reste. Mais en tout cas, voilà, ça a beaucoup fait parler de lui. Et voilà, et Thévenon est devenu un vrai éditeur, un éditeur à la mode.
D'accord. Et toi, alors, quand est-ce que tu es rentré dans l'aventure? D'abord, moi, après mon école de commerce, j'ai voulu voler un peu mes propres ailes. J'ai toujours su que j'allais être dans la décoration, dans le design, que j'allais même être éditeur, parce que quand j'ai souvenir d'enfance, quand je voyais mon père s'éclater dans ses collections, quand j'avais 10 ans, il me présentait toujours ses nouveautés, on regardait ensemble. Parfois, il m'emmenait même voir des sous-traitants, des fournisseurs. Enfin, voilà, il partageait beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a on a toujours eu cette idée de transmission. Cette ambition, elle est très forte dans notre famille. Donc, on aime transmettre, on aime partager. Et puis, donc, je le voyais s'éclater, je le voyais s'amuser. Donc, je savais que j'avais envie de faire ça. Mais bref, après mon école de commerce, j'ai monté une entreprise qui s'appelait Clair Foncé. C'était en gros la continuité de ce que faisait l'entreprise familiale. Nous, on est éditeur, voilà, depuis 4 générations. Moi, j'étais confectionneur. C'est-à-dire que je façonnais des rideaux, des stores, des coussins, des plaids sur mesure dans des tissus d'ameublement, dont les tissus de la maison familiale, c'était naturel. Et je suis devenu assez rapidement le premier client de la boîte familiale. Moi, ma société a vraiment grossi. Et on a décidé, parce que c'était naturel, avec mon père, de fusionner les deux entreprises. Et puis, il m'a laissé, quand on a fusionné, il m'a laissé les rênes de l'entreprise. Ce qui est bien aussi, ce qui est rare, c'est que mon père n'a pas d'ego. Lui, il veut juste l'intérêt général, il est ultra bienveillant. Donc il m'a dit, voilà, Vincent, maintenant je pense que tu es capable de reprendre l'entreprise familiale. Donc il m'a laissé les rênes. Il m'a dit, moi je suis là, voilà, si tu veux mes conseils, si je peux t'aider, bah, je serai toujours là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien. Je partage beaucoup avec lui, il est au courant de tout. Parfois je l'écoute, parfois je l'écoute pas, mais en tout cas, voilà, j'avance et il est à mes côtés et c'est très agréable. Et puis il est très heureux de voir l'entreprise se développer comme ça parce que tout se passe très bien et ça se passe même de mieux en mieux. Est-ce que toi, tu as senti une pression d'un tel héritage? Bah, justement, mon père et ma grand-mère, enfin, ils sont tellement bienveillants que jamais, j'ai pas ressenti de pression parce qu'ils n'ont pas cherché, ils ont tout fait pour que justement je ne ressente pas cette pression. Et je pense que justement, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est dans ce métier, la réussite c'est la liberté. Plus on est libre, plus on crée des belles choses, plus on a envie d'aller loin. Voilà, et naturellement, on est tellement passionné que si on est un peu rigoureux, si on utilise intelligemment les bases qu'ont créées les générations précédentes, tout se passe bien. Alors toi, tu as apporté vraiment je peux me permettre, un nouvel élan créatif. Est-ce que tu sentais que c'était nécessaire ou c'était pour se distinguer des autres? Alors au début, lorsque j'ai repris les rênes de l'entreprise, j'ai mis quelques mois, je dirais, on a tous un style, mais je trouve que c'est l'expérience qui embellit le style. Donc au début, j'ai pas cherché à changer les choses, j'ai plus essayé de mieux comprendre, de mieux intégrer l'histoire que je vivais forcément, mais de mieux comprendre le goût de mes clients, le goût des générations précédentes, qu'est-ce qu'on attend de la maison Thèves, non, enfin voilà, je me suis vraiment imprégné de tout ça. J'ai travaillé avec des dessinateurs et nos coloristes qui étaient en interne à l'époque. Et je me suis dit, le problème des dessinateurs, des coloristes qu'on a, nous, en interne, c'est qu'au bout d'un moment, ils tournent un peu en rond. Donc, je préfère travailler avec des coloristes, des dessinateurs, des stylistes en freelance, travailler avec un maximum de personnes, mais les laisser libres. Justement, on parlait tout à l'heure de liberté. Je pense que plus on est libre, plus on peut. Un designer, un coloriste, un styliste, il a besoin de se balader, de voyager, d'aller dans des musées. Il peut pas rester enfermé dans un studio et créer. C'est compliqué et surtout, c'est dur de se renouveler. C'est très dur de se renouveler. Donc quand je suis arrivé, le studio, il est devenu un peu libre, un peu immatériel, je dirais, parce qu'aujourd'hui, le studio, il est un peu partout en France et les designers, les coloristes, les stylistes, ils viennent régulièrement avec moi, chez moi, et on travaille sur les dessins, sur les couleurs ensemble. Ils viennent au studio, mais voilà, ils sont très libres. Ouais, ok. Alors, on va parler concrètement. Donc, tout tourne autour du tissu. Ce sont des tissus pour faire quoi? Je crois qu'il y a une différence entre le tissu même décoratif et le siège. Enfin, si tu peux nous présenter. Ah oui, alors oui. Alors, en effet, il y a le tissu siège. Il y a un taux martindale. Je ne sais pas si tu connais le taux martindale. En gros, quand tu vas chez le dentiste, il a une roulette. Bah, nous, c'est pareil. On envoie nos tissus dans un laboratoire et ils ont une roulette. Ils mettent la roulette sur le tissu, ça tourne. Et dès qu'il y a un fil qui casse, la roulette s'arrête. Et donc, on dit, bah, tel tissu a 18 000 tours taux martindale, 20-30 000 tours. Donc, une qualité siège, c'est lorsque le fil il casse à 18 000 tours. 18 000 tours, on sait qu'il est qualité siège. Mais aujourd'hui,
plus on avance, plus les normes sont drastiques. Et aujourd'hui, comme on travaille beaucoup maintenant avec les restaurants, les hôtels, il faut être plutôt à 30, 40, 50 000 tours. Récemment, j'ai eu un projet, on en parlera certainement tout à l'heure, mais avec Dorothée Melickson pour un gros projet aéroportuaire. Et là, ils nous ont demandé un tissu qui devait faire 100 000 tours. Donc 100 000 tours, au Martindale, c'est colossal, c'est carrément inusable. Mais voilà, donc un tissu pour du siège doit avoir ce Martindale. Un tissu décoratif, donc pour du rideau, pour du store, lui, il a pas besoin d'être aussi solide. Donc il est plus décoratif. Alors c'est plus facile de s'amuser, de créer avec des tissus décoratifs parce que justement on est moins limité par ce côté technique. Donc nos tissus, ils sont utilisés, comme tu le disais tout à l'heure, une partie, donc notamment les lins imprimés, voilà, pour des rideaux, pour des stores, et les jacquards, beaucoup d'unis sont utilisés pour c'est les quoi pour un les sièges. jacquard? Un jacquard, c'est tissé. Alors oui, il y a différentes. C'est vrai que là je rentre dans des termes techniques. Comme je te disais tout à l'heure, chaque outil de production répond à un type de tissu. Donc le jacquard, c'est tissé. Le brodé, comme on le dit, c'est brodé. Nous, quand tu vois, par exemple, quand je veux imprimer, je dois graver des cylindres. Les cylindres, je les grave à Tarare parce que un cylindre, c'est donc le dessin est gravé dessus et on a un cylindre par couleur. Par exemple, si mon dessin a 9 couleurs, je vais graver 9 cylindres. Donc je les grave à Tarare, à côté de Lyon. Je les envoie en Italie. Je tisse mes écrus. Donc les écrus, c'est le tissu blanc sur lequel je vais imprimer mes motifs. Je les tisse dans l'est de la France, chez Mouline. On envoie tout ça également chez mon imprimeur. Lui, mon imprimeur, il a ses cylindres. Dedans, il met de la peinture, il met une couleur par cylindre. Et il a le tissu blanc en dessous et donc les rouleaux, c'est comme de l'impression de magazine, mais là c'est pour du tissu. Et à la fin, le tissu sort et après il y a tout un process, donc il faut le nettoyer, il faut le blanchir, etc. Le tissu revient chez nous en Auvergne et là on stocke tous ces tissus et voilà. Et après, évidemment, on les livre à la commande. Et pourquoi tout n'est pas fait au même endroit ? Justement, chaque outil de production a une qualité. Donc, par exemple, mes velours, je peux les tisser chez un spécialiste en Italie. Les jacquards dont on parlait à l'instant, c'est des machines particulières qui, elles, correspondent à un savoir-faire. Où là, ce sont les Belges qui sont les meilleurs. Donc, je travaille avec une entreprise belge. Chaque sous-traitant a un outil de production performant. Et pour être performant, ça demande beaucoup d'investissement parce que en permanence, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut avoir des machines qui peuvent tout d'un coup. On parlait tout à l'heure d'impression. Maintenant, il y a l'impression numérique. L'impression numérique, c'est génial parce qu'on peut proposer 20, 30, 40, 50 couleurs, alors qu'avant, je me limitais à 14 couleurs. Donc, si on travaille bien le dessin, si on travaille bien nos couleurs, on n'a plus de limite. Et c'est assez génial. Mais ce sont des investissements colossaux. Pour te donner un ordre d'idée, quand tu veux investir dans le numérique, une entreprise, mon imprimeur, là, par exemple, en Italie, Olonia, investit dans le numérique, c'est un investissement, une machine, c'est 1,5 million, 2 millions d'euros. Et c'est uniquement de l'impression. Donc, c'est pour ça qu'il y a chaque endroit, chaque entreprise a sa spécificité, a sa spécialité et investit un maximum dans son outil de production pour être le meilleur pour un type de produit. Les procédés ont beaucoup évolué, parce qu'on dit que c'est un savoir-faire assez ancestral, mais en même temps, ils évoluent au fil des années. Oui, ils ont évolué. La base est toujours la même. C'est ce qui est sympa dans notre métier, c'est que malgré tout, même s'ils ont évolué, ça reste assez classique. Mais je dirais qu'il y a aujourd'hui plus de précision dans la qualité. Aujourd'hui, il y a très peu de défauts. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a une dizaine d'années, lorsque j'envoyais mes tissus écrus, dont je te parlais tout à l'heure, le tissu blanc pour imprimer, lorsque j'envoyais 1000 mètres, j'en recevais en gros 900 mètres parce qu'il y avait 10% de défauts. Aujourd'hui, lorsque j'envoie 1000 mètres, j'en reçois plus. Je reçois 1450, 1080 mètres parce qu'on tire sur le tissu, il n'y a aucun défaut, on a trouvé des procédés pour que le tissu ne soit pas abîmé. Donc aujourd'hui, on gagne vraiment en qualité et en durabilité quelque part. Ouais. Alors vous faites donc du tissu que vous vendez au mètre, c'est ça ? Tout à fait. Et de la confection sur mesure. Exactement. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites un projet ? Parce que le tissu, on imagine bien comment vous le vendez, mais les projets personnalisés, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, on a donc, comme tu le dis, l'édition de tissu et ensuite la confection, c'est-à-dire le sur-mesure. Là, on confectionne. À l'époque, lorsqu'on a fusionné nos deux sociétés, la mienne et la société familiale, on a donc rajouté la confection à notre menu, je dirais. Donc aujourd'hui, on est éditeur et confectionneur. Donc on a ces deux savoir-faire. Donc on a imaginé un logiciel qui a demandé beaucoup de développement, qu'on a développé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nos clients professionnels, que ce soit des boutiques, des architectes, peuvent en quelques secondes choisir un tissu, choisir une confection, choisir une dimension, leurs options, et en 30 secondes, ils ont
créer leurs produits sur mesure. Ça peut être un rideau, un store bateau, un jeté de lit avec des ganses, un coussin réversible avec un passepoil d'une autre couleur. Enfin voilà, une assise de 4 mètres de large par 30 cm de haut. Enfin voilà, vraiment on peut tout faire avec ce logiciel. Et derrière, donc on a le savoir-faire, on a les ateliers aujourd'hui qui confectionnent dans nos tissus tous ces produits pour nos clients. Donc voilà, c'est ça la confection sur mesure. Alors aujourd'hui, on sous-traite également la confection à plein d'artisans en France et à l'étranger. Et on est en train de... Voilà, on a investi dans un gros pôle textile qui a été financé en partie par l'État et par la région. Et donc c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est un pôle textile. Donc je vais créer la base avec un bel atelier de confection, une belle plateforme logistique. Et l'idée, c'est d'attirer, au fur et à mesure, de créer des passerelles entre d'autres artisans en France pour à la fin proposer à n'importe quel client. Aujourd'hui, moi j'ai des clients, je confectionne pour des gens, pour des maisons de luxe comme Dior, comme Cartier. Donc ils sont très exigeants, ils veulent évidemment du savoir-faire 100% français, mais souvent ils demandent des produits assez complexes que je ne peux pas forcément maîtriser de A à Z. Donc là, l'idée, c'est moi d'être la base avec ce pôle textile et de créer des liens avec plein d'autres entreprises pour pouvoir offrir vraiment ce que mon client comme Dior avait en tête et voilà, et le satisfaire, et tout ça avec du 100% français sur un positionnement assez haut de gamme. Et comment on crée un tissu concrètement? Comment on pense je sais pas, il faut penser quoi? Au motif, la matière, la couleur, la texture? Alors déjà, moi je bosse vraiment à l'instinct. J'ai 2 types de collections. J'ai la collection Thévenon, 2 fois par an, printemps, été, automne, hiver, et les collaborations. On en parlera tout à l'heure des collaborations. Mais moi, mes collections, celles que j'imagine, celles que je crée avec mes coloristes, mes dessinateurs, mais on se donne aucune limite. Il n'y a pas de cadre. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Quelle va être l'influence? Quelles vont être les couleurs? Vraiment, il n'y a aucune limite. Et à partir de là, lorsqu'on a le dessin, lorsqu'on a le motif, on va chercher les matières. Et comme je travaille depuis toujours avec une quinzaine, on en parlait tout à l'heure, de producteurs en France, en Belgique, en Italie principalement, je leur envoie les dessins. Quand j'imagine une qualité, ça peut être un jacquard de velours, ça peut être un brodé, ça peut être voilà un imprimé avec du floc, j'en sais rien. On envoie les dessins à mes partenaires, ils connaissent très bien mes goûts, ils connaissent bien nos collections, et là, ils sont force de proposition. Ils me disent, bah tiens, ton dessin, là, imagine, tu vois, tu as un motif et tu as une rayure qui est à côté. On pourrait peut-être imaginer justement un flocage sur cet imprimé. Ça pourrait rendre bien. Ah bah oui, pourquoi pas, faisons l'essai. Et là, on fait des essais. Ça dure assez longtemps, une collection. Moi, je la conçois une bonne année en avance parce qu'une fois qu'on a imaginé la collection, une fois qu'on a les dessins, justement, il faut tester les qualités. Et parfois, sur un dessin, je peux tester une 50aine de couleurs différentes et une dizaine de qualités. Et là, quand ça vient, je peux prendre peut-être plusieurs qualités pour le même dessin que je sortirai, ou alors une seule parce qu'il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Voilà, l'idée, c'est vraiment nous, je suis un peu le chef d'orchestre, et à côté de moi, autour de moi, j'ai des partenaires qui connaissent parfaitement leur métier, qui ont des outils de production assez géniaux et qui nous permettent de sortir des tissus assez uniques. Et vous sortez régulièrement des nouveautés ou vous vous appuyez parfois sur des bestes, entre guillemets? Alors, j'aime la nouveauté. J'ai des grosses archives, vous imaginez, en 4 générations, t'imagines, j'ai des milliers de dessins, mais finalement, j'aime beaucoup la nouveauté, donc j'aime bien aller dans mes archives, regarder un petit peu ce qu'on a fait précédemment. Parfois, ça m'arrive de sortir un dessin. Je pense à un dessin que ma grand-mère avait acheté dans les années 70. J'ai retrouvé, il y avait la facture encore, il y avait le nom de la dessinatrice. Et donc, ça m'a amusé je trouvais le dessin très beau, c'était des palmes. Et on l'a un peu réactualisé. Je l'ai donné à une dessinatrice qui s'appelle Michel Létang, qui a beaucoup de talent. Je dis, voilà, je trouve que la base est bonne, on peut en faire quelque chose d'un peu plus moderne, mais voilà, la base est quand même excellente. Elle l'a légèrement modifié, finalement, elle n'a pas fait grand-chose. Et le résultat était top. Et là, c'est un best-seller qui fait un malheur. Mais c'est un peu l'exception. De manière générale, j'aime bien partir de zéro. Alors quand je dis partir de zéro, on s'inspire toujours. On part jamais de zéro, on s'inspire toujours ça peut être un détail qu'on a vu quelque part, ça peut être une inspiration. Par exemple, là, dans une nouvelle collection, je me suis inspiré des kimonos japonais que j'avais vus lors d'une exposition au musée Guimet il y a quelques années. Donc voilà, on part de cette base et après, on le réinterprète avec nos dessinateurs, avec leurs mains. Donc on part toujours de quelque chose, mais voilà, j'aime bien me dire, même psychologiquement, je me sens beaucoup mieux quand je me dis, voilà, c'est une nouveauté, j'ai inventé quelque chose, j'ai créé quelque chose, donc je serai différent. Voilà. L'idée, Thévenon, on essaie vraiment d'être différent des autres et de jamais copier. On essaie d'être juste. Voilà, dans les tendances, dans le ton, dans les couleurs, dans l'harmonie. Mais on copie pas. Et d'ailleurs, je regarde très peu
ce que font mes. Au début, c'était pas vrai. Quand j'ai lancé, au début, pour me rassurer, je regardais vraiment tout ce que faisaient les concurrents. Je passais ma vie à regarder leur collection. Et finalement, je me suis rendu compte que ça avait un impact négatif sur moi parce que finalement, je m'inspirais et parfois même j'aurais pu inconsciemment copier des choses. Finalement, assez rapidement, je me suis dit non, mais c'est idiot. Maintenant, fais ta vie, t'as ton style, assume-le. Et aujourd'hui, voilà, on est très différents parce que on s'inspire vraiment de personnes, quoi. Oui, c'est comme ça que vous vous distinguez des autres. Justement, comment on est moderne, tu as un peu répondu, comment on est innovant dans un domaine qui est quand même historique, le domaine de l'édition, avec ses savoir-faire ancestraux. Écoute, tu sais, c'est comme la musique ou comme le cinéma, ça existe depuis toujours, mais voilà, tout d'un coup, c'est toujours différent. Tu peux imaginer des choses différentes en permanence, il n'y a aucune limite. Ce qui est beau dans mon métier et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite dans les couleurs. Quand tu mélanges les couleurs, tu peux mélanger plein de couleurs différentes qui parfois, par exemple, je parle de Manuel Collection, celle qu'on lance en septembre, j'ai marié l'univers africain, les influences africaines et le Japon. À la base, sur le papier, on se dit que c'est quand même très différent. Le mariage, il peut être particulier. Et à la fin, et finalement, le résultat est absolument magnifique parce que tu as d'un côté le côté très raffiné, on parlait tout à l'heure des kimonos, mais aussi l'univers des jardins zen, voilà, avec beaucoup de détails, beaucoup de raffinement. Et de l'autre côté, la nature, la liberté de l'Afrique avec des couleurs de terre, l'ocre, le jaune. Et voilà, et ce mélange ensemble, il est détonnant. Il est magnifique, il est presque évident, il est ultra harmonieux. Donc je pense que il n'y a pas de limite dans la création. Et c'est vrai que, alors je parlais du cinéma tout à l'heure, moi j'adore le cinéma. Enfin, je suis cinéphile, j'ai toujours été cinéphile. Si j'avais pas été dans ce métier, je crois que j'aurais aimé être réalisateur. Je me voyais, tu vois, à 8-9 ans, je m'imaginais un mix de Scorsese, Tarantino, et voilà. Et finalement, je me suis lancé dans la déco que j'adore. Mais quelque part, ça se rejoint énormément. On crée, tu vois, moi mes histoires, ce sont mes collections. On met en scène plein de choses différentes et à la fin, l'histoire, si elle est différente, si elle est bien pensée, si elle est imaginée avec passion, elle est créée avec passion, tu sors des très belles collections et t'es différent. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui? Les décorateurs, les archis, tu sens qu'ils ont envie de quoi? Oui. Alors, les grandes tendances, je pense on est vraiment sorti complètement du total look. Tu sais, tout est pareil, tout est blanc. Et on est vraiment vers du mix and match. Donc c'est un peu à l'image de ce que je viens de te dire, notre nouvelle collection. Tu mélanges l'Afrique et le Japon. Et je trouve que le mix and match, bien fait, c'est ce dont on a envie en ce moment et c'est ce que je ressens moi chez les designers, chez les architectes. C'est un peu la demande générale. Là, je sais pas si tu as vu la boutique de Casa Lopez, voilà Raspail. C'est un parfait exemple du beau mix and match. C'est-à-dire que tout est assez différent, mais il y a quand même une harmonie générale incroyable. Et on a créé ensemble une collection d'ailleurs de indoor-outdoor. Et au début, c'est vrai que les motifs, on a avec Caroline Irving parce qu'on a fait une collaboration à 3. Donc il y a Casa Lopez, donc avec Pierre Sauvage, Caroline Irving et nous. Et au début, ils sont venus avec des boutiques, des archives, vraiment des choses très différentes. Et je me suis dit, tiens, va falloir à la fin, il va falloir faire quelque chose de digeste parce que c'est quand même. Et finalement, ils ont ça en eux. Pierre Sauvage a ça en lui. Il sait comment bien mélanger les choses. Et à la fin, le mix and match, il est raffiné et élégant. Moi, j'adore ça. Je suis admiratif. Ouais. Tout à l'heure, là, je viens de te poser la question par rapport aux décorateurs et architectes. Vous vendez et vous travaillez uniquement avec eux, on est d'accord? Pourquoi vous vendez pas? Pourquoi les éditeurs ne vendent pas au grand public? Alors, je pense que chacun son métier. Je trouve que les décorateurs, les tapissiers décorateurs, les designers, les architectes, ils travaillent très bien avec leurs clients. Nous, on en serait incapables parce qu'un client, lorsqu'on va dans une boutique, il a besoin d'être conseillé. Puis lui, il a une approche, il a des demandes qui sont quand même très différentes du professionnel. Moi, le professionnel, il sera peut-être plus technique. Quand je vais créer des collections avec lui, on va créer donc il aura des besoins particuliers qui seront très différents du client final. Et je trouve qu'il faut être aussi très patient avec le client final parce que un intérieur, des rideaux, des canapés, c'est très impliquant et c'est beaucoup de temps. Le client final a besoin de passer beaucoup de temps sur des choses. Il a des questions que moi, auxquelles je ne saurais pas répondre. Donc je pense qu'en tout cas, chacun son métier et les architectes font extrêmement bien leur métier justement parce qu'il faut quand on va quelque part, il faut avoir l'équipe pour prendre les mesures, pour donner les bons conseils. Nous on est bon en tissu, on connaît bien notre métier. Voilà, l'édition de tissu, on sait ce que c'est, on sait en parler, on connaît. Mais après, un architecte, lui, c'est beaucoup plus global. Lui, il a une vision globale que moi je n'ai pas.
Donc voilà, je pense que c'est une erreur. Certains éditeurs vendent aux particuliers. Et je pense que c'est une erreur parce que, en plus de ça, c'est bien qu'il y ait une espèce d'écosystème où chacun a sa place et chacun travaille bien. Et le travail bien fait, il est bien fait parce que justement, on se spécialise avec un certain type de client, avec un certain savoir-faire. Donc voilà, chacun son savoir-faire. D'accord. Et nous, on n'a pas savoir-faire. C'est très complet, je comprends mieux. Vous travaillez beaucoup donc avec des créateurs, des designers. Comment tu vas les chercher? Comment tu les choisis? C'est souvent le fruit du hasard. C'est des rencontres. Ça peut être par exemple là sur l'autre jour, il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai repéré une dessinatrice qui s'appelle Émilie Bougreau. J'ai adoré son univers, ses dessins, donc je l'ai contactée tout de suite. Elle m'a répondu, ah bah oui, donc voilà, c'est donc un mélange de hasard, de coup de cœur. Dans le AD, il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, j'avais repérer vraiment le travail de Dorothée Mélixon. Je me suis dit que c'est quand même génial ce qu'elle fait, donc j'ai un peu plus regardé ses projets, ses travaux, et donc je l'ai appelée. Et elle m'a dit, j'ai envoyé un mail, elle m'a répondu immédiatement, elle m'a dit, ça tombe bien, là j'ai un gros projet aéroportuaire, j'ai besoin d'un tissu très original, que je ne trouve nulle part, qui apparemment est impossible à tisser. Donc je lui ai dit, écoutez, impossible de pas non. Donc je lui ai dit, écoutez, voyons-nous. Donc pour moi, c'était une opportunité géniale. Je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir rencontrer Dorothée, on va pouvoir peut-être faire quelque chose ensemble. On s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de lancer ensemble une collection là, qui sort. Toujours inspiré du monde de l'aviation, du monde aéroportuaire. Donc par exemple, on a imaginé un brodé, on a créé un brodé, un tissu brodé, où c'est une piste d'aviation vue de haut. Le matin, le midi, le soir. Donc le matin, les couleurs, voilà, sont un peu, c'est plus des couleurs c'est un peu des bleus nuit. Après l'après-midi, ce sont des couleurs un peu plus vives. Enfin, c'était assez amusant. Et pour le projet aéroportuaire, donc dont on pourra parler dans peu de temps, parce que ça va être vraiment, elle a fait quelque chose, elle a imaginé quelque chose. Là, tu peux rien nous dire là maintenant tout de suite. J'ai pas trop le droit d'en parler, d'accord. Mais bon, ce sera à part. Ce sera à Roissy. Et ça va être, elle a imaginé quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça va être vraiment exceptionnel. Elle a imaginé un univers totalement dingue. Et donc nous, le tissu qu'elle souhaitait, c'était un pied de poule. De loin, on voit un pied de poule, et plus on se rapproche, plus on voit des avions s'envoler. Et ce qui était compliqué, c'est que quand, comme ça, dans un aéroport, il y a du public, il faut un tissu qui soit qui soit évidemment non-feu, qui soit donc avec un taux de martindale dont on parlait tout à l'heure, de qualité siège extrême. Et quand un tissu est non-feu, il est beaucoup plus fragile, parce que le non-feu, c'est du polyester, et le polyester est naturellement plus fragile. Donc c'est dur d'avoir un tissu qui réponde à cette norme de 100 000 tours dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est encore plus difficile quand on imagine un tissu avec une poche. On appelle ça, c'est un terme technique, mais c'est un jacquard double poché. Et quand il y a cette poche, c'est encore plus... Donc j'ai fait travailler, et c'est là notre force d'être chef d'orchestre, on a fait travailler sur ce projet 3 entreprises différentes, 3 fabricants différents, un en Italie, un en Espagne et un en Belgique. Et on a réussi à développer ce tissu. Ce qui était vraiment pas gagné. Au début, je me suis dit, au bout de 3-4 mois, je me sentais un peu seul. Je savais plus quoi dire à Dorothée. Je lui ai dit, elle a été ultra cool, ultra bienveillante comme elle l'est toujours. Et puis, elle me dit, mais si, on va y arriver. Écoute, j'y arrive toujours, on y arrivera, tu vas voir. Et on y arrivait. Et c'est génial de sortir. Là, on dépasse vraiment nos limites. Et c'est génial des projets comme ça, et avec des gens, avec des personnes comme Dorothée, parce que on a créé des choses qui n'existaient pas. Oui, toi, dans tes collaborations avec ces créateurs, toi, tu dois traduire leurs idées créatives sur du tissu. L'idée, c'est vraiment, contrairement à la collection Thévenon, là, c'est carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on amène juste notre savoir-faire, notre expérience, notre outil de production. Et on a un avis. On peut le donner, mais c'est pas important. On dit quand même, tiens, ça, on pourrait peut-être évoluer vers... Mais vraiment, on sort de notre zone de confort, mais totalement. Là, on est vraiment... là, en ce moment, on lance une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Rinck. Je ne sais pas si tu connais Rinck. C'est une très belle entreprise familiale. Je ne devrais pas dire non, mais... Non, mais oui, non, mais mais justement, je vais te dire pourquoi c'est. tu ne connais pas. Et peu de monde connaît, parce que c'est une boîte elle a 180 ans, mais c'est l'ultra luxe. Ils ne travaillent qu'avec des particuliers qui ont pas mal d'argent, qui demandent des choses assez dingues, mais qui veulent pas qu'on communique sur leur projet. Donc Rinck est assez frustré parce que eux, c'est un cabinet d'architectes. Je t'ai pas dit qui c'était, d'ailleurs je te dis avec qui ils travaillent, mais c'est un cabinet d'architectes qui maîtrise le savoir-faire. Donc ils ont également les artisans. Ils ont une centaine d'artisans qui travaillent le bois, qui travaillent absolument toutes les matières, les dorures, le bronze, et ils créent tout. Ils ont un cabinet qui crée absolument tout, d'architectes et de design, donc c'est un ensemblier. Ils créent tout leur mobilier, et après, leurs artisans
en interne les fabrique. Donc c'est une boîte assez exceptionnelle, c'est vraiment l'excellence à la française. Donc c'est pour ça qu'on partage quand même les mêmes valeurs, voilà, l'excellence, la tradition française, mais avec toujours un twist, et c'est là aussi on se retrouve, un twist contemporain. L'idée c'est de respecter voilà, cette élégance, cette tradition française, on la cultive en permanence, mais à côté, on est des maisons ultra contemporaines. Et moi c'est ce que j'aime avec Rinck, c'est ce que j'ai aimé, j'ai eu pareil, là, la rencontre elle s'est faite très naturellement. Donc là on se sert pour le coup de leurs archives, on a été dans leurs archives pour imaginer une collection de tissus coordonnée à leur collection de mobilier, et on la lancera au salon d'immobilier dans un an. Là, on est en train de chercher un appartement assez sympa à Milan pour pouvoir lancer leur collection de mobilier et notre collection de tissus Rinck coordonnés à cette collection. Et donc là, c'est assez génial parce que avec leurs archivistes, on récupère tout ce qu'ils ont fait depuis 180 ans, on construit, on déconstruit. Quand je dis on, c'est eux. Une fois encore, c'est vraiment eux qui nous donnent le cahier des charges, qui savent ce qu'ils veulent. Nous, on donne des conseils et puis après, on s'adapte à leurs envies et on essaie de créer un tissu et des qualités qui soient exactement comme ce qu'ils avaient imaginé. Oui, donc tu travailles autant avec Dior ou Cartier qu'avec des jeunes ou des inconnus. Ça te fait pas peur? Ce qui est grisant, c'est de travailler avec, justement, de trouver des jeunes designers, de les lancer, de leur faire confiance. Et à la fin, de sortir des collections qui sont absolument géniales. Je pense à un duo, c'est le duo Ink Fabric. On s'est rencontrés, elles venaient de lancer leur cabinet il y a une dizaine d'années, leur studio, pardon, et elles sont venues me voir avec leur collection. Donc une collection très art déco. Vraiment, elles, c'est vraiment leur spécialité, c'est vraiment ce qu'elles aiment. Ce sont des dessinatrices. Et j'ai trouvé la collection extraordinaire. J'ai dit, mais tout est beau, mais il y avait 100 dessins, donc vous pouvez pas tout prendre. Je leur ai dit, écoutez, je vous propose une chose, vous me créez une collection, vous me créez une quinzaine de dessins, on va travailler dessus pendant quelques mois, et je la lancerai. C'est ce qu'on a fait, on l'a lancé, ça a été un très gros succès, et c'était il y a 10 ans, et aujourd'hui je travaille beaucoup avec elle en permanence. Voilà, l'idée c'est assez génial de trouver des jeunes talents et de les lancer. Dans le même esprit, on a lancé avec French Cliché, donc French Cliché, c'est Émilie Marant et Hugo Mata. Ils ont une idée assez géniale, c'est de allier justement des jeunes designers et des artisans. Donc là, nous, on est un peu l'artisan, nous, c'est l'artisanat, on apporte notre savoir-faire. Et on a lancé une collab avec Victor Cadenne, qui lui, a un univers assez baroque, assez très riche. Il découpe ses dessins, après il les recolle, et on a créé ensemble un dessin qui s'appelle Paris Méditerranéenne, inspiré un peu de Matisse. Enfin, c'est quelque chose c'est vraiment très beau, avec des très belles couleurs, très, très belles couleurs chaudes. Et l'idée, c'est de créer un objet unique. Donc on a créé un paravent qui a été fabriqué par des artisans en Ardèche, et à côté de ces pièces uniques, donc ça c'est la pièce dont on va parler, elle va faire le tour du monde avec French Cliché, donc elle ira à Milan, à New York, voilà, dans des showrooms, des pop-up stores assez sympas, et à côté on crée une collection avec ce dessin beaucoup plus accessible, donc là en l'occurrence du linge de table qu'on va proposer là pour le coup à travers notre réseau de distribution classique, donc dans les boutiques, et voilà, et c'est super aussi de travailler avec des jeunes talents comme Victor Cadenne, parce que il vous permet de sortir du cadre et de découvrir des choses que vous n'imaginiez même pas. Et puis il y a un dynamisme, il y a une force, il y a une envie, il y a une passion qui est toute fraîche et qui est assez géniale. Alors, on n'en a pas encore parlé. Si je te dis durabilité, upcycling, éthique, ce sont des mots qui résonnent chez toi, je crois. Je pense que là, je pense qu'ils sont obligés de résonner chez tout le monde parce qu'il y a un mouvement de fond qui est inexorable. Alors, je pense que moi, j'y connaissais pas grand-chose, pour être très franc. Donc, j'ai commencé par le basique. Le basique, il y a une norme qui s'appelle Ecotex. C'est une norme allemande. C'est une norme écologique qui répond à des normes très drastiques sur où est-ce que c'est tissé, quelles sont les teintures utilisées, il faut pas qu'il y ait d'acide azoïque, il faut qu'un enfant puisse le mettre près de sa peau. Enfin voilà, c'est une norme qui est vraiment assez pointue. Donc, c'est un audit qui dure 1 an et demi. Donc les Allemands sont venus vérifier un peu notre process, ils ont été voir nos producteurs, ils ont tout vérifié, et donc ils renouvelé tous les ans. Donc voilà, on est suivi. Donc là, je dirais que c'est vraiment la base. Mais après, pour que ça fonctionne, je pense que l'éthique, il faut être vraiment sincère et le vivre à 100%. Donc moi, n'y connaissant pas grand-chose, j'ai demandé à une designer textile qui s'appelle Elisabeth Lersen, qui est néerlandaise, qui est venue habiter en France. Donc elle vit vraiment ce sujet. Bon, elle connaît pas vraiment le tissu puisqu'elle est designer textile, mais surtout l'écolo. Toute cette
mode éthique, elle le vit à 100%, elle prend pas l'avion par exemple, et elle le vit avec passion, et elle le connaît le sujet par cœur. Et donc je lui ai demandé de vérifier mes collections. Je lui ai dit, voilà, en gros, dans 3 ans, je voudrais que mes tissus soient le plus éthiques possible. C'est-à-dire voilà, qu'on ait un minimum d'empreinte carbone, qu'on ait voilà, enfin tous ces sujets qui sont importants, c'est toi qui vas les déterminer, durabilité, upcycling, tout ça. Voilà, tu vas vraiment, je te donne, c'est toi qui donne le feu vert ou le feu rouge, et si je peux avancer, j'avance, si je peux avancer, j'avance pas. Donc elle vérifie tous mes tissus. Et alors par exemple, là, on devait lancer un tissu que j'ai dû annuler pour cette nouvelle collection. Il y avait un polyester recyclé. Voilà, là, je suis en train de relancer aussi, je suis en train de lancer des tissus recyclés, donc des laines recyclées, des imprimés recyclés. Et là, on lançait un jacquard à base de coton et polyester recyclé. Et elle a découvert que le polyester recyclé était du faux polyester recyclé. Elle a mené l'enquête, c'est assez incroyable. Et elle s'est rendue compte que le fil était acheté en Chine par des entreprises qui fabriquaient des bouteilles de plastique pour les recycler. Donc, au lieu d'aller chercher des bouteilles dans la mer, sur les plages, et les recycler, les transformer en fil, eux, ils les fabriquaient parce que le fil recyclé est vendu plus cher. Et donc, si tu veux, c'est une arnaque, c'est une sorte d'arnaque. Hein. Donc, mais non, tu peux pas avancer avec eux. Donc, on a été obligé d'arrêter le produit. Donc, on va le redévelopper avec d'autres fils. On le développera et on le sortira plus tard. Mais en tout cas, voilà, cette légitimité dans l'éthique, je vais la voir grâce à quelqu'un comme elle qui, elle, le vit avec une grande transparence, avec une grande sincérité. Je crois que la sincérité, elle est importante et elle est primordiale si on veut être crédible et si on veut avancer dans ce côté éthique. Et à côté, je crée aussi des liens, des partenariats avec des créateurs comme Gaëlle Constantini, qui, je leur donne mes tissus. Elle choisit, voilà. Alors c'est des réformés de production, c'est des tissus qui ont des petits défauts, qui parfois sont invisibles. Mais bon, nous, pareil aujourd'hui, Thévenon, on veut vraiment proposer des tissus parfaits. Donc j'ai un service qualité qui est vraiment important et on vérifie tout. Et quand il y a un défaut de tissage ou un défaut d'impression, ça passe en ce qu'on appelle, nous, réformé ou second choix. Et dans ces cas-là, je les donne à des créatrices comme Gaëlle Constantini. Mais hier, par exemple, j'étais à Pantin chez les Compagnons du Devoir. Ils utilisent énormément de tissus pour préparer leur projet. Donc voilà, pareil, je vais leur donner mon second choix, mes recyclés, pour mes réformés, pour qu'ils puissent l'utiliser et créer des choses. Oui, parce que Gaëlle Constantini, elle fait quoi ? Elle s'en sert pour, elle, ses créations mode. Ses créations mode, tout à fait. Ses collections, voilà, à chaque saison, ses collections sont créées à partir de mes tissus. Et tu as beaucoup de nouvelles collabs à venir ? Écoute, alors, je t'ai parlé tout à l'heure de Rhinck, de Casa Lopez, et on prépare une collab avec Leslie David. C'est une graphiste qui a un univers très coloré, un peu psychédélique, qui travaille avec aussi des belles maisons comme Chanel, comme Hermès, et qui va même jusqu'à imaginer les couvertures de Métronomie ou Étienne Dao. Donc c'est vraiment une collaboration amusante. Et d'ailleurs, je vais tester avec elle. Ça va être une collection 100% éthique. Donc ça va me permettre également de voir en réel ce que donne un jacquard, un imprimé dans le temps lorsqu'il est totalement éthique et totalement recyclé. Et on prépare aussi une très belle collection technique, non-feu, avec Stella Cadente. Et là aussi, c'est une collection qui me plaît beaucoup parce qu'elle nous emmène toujours dans des univers qu'on n'imagine pas. Elle est assez anticonformiste. Ils sont assez, elle forme un duo avec Florent Claudel, et tous les deux sont assez rock. Et c'est assez amusant, voilà, ce qu'on est en train de préparer. On est en train de pareil, déconstruire un peu des choses très classiques. Finalement, le résultat va être assez étonnant et assez détonnant. Vous avez quelques papiers peints, mais pas plus que ça. Vous n'avez pas envie d'aller vers ça Non, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Non, pas du tout. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Les papiers peints, c'est top, mais je voulais vraiment être différent une fois encore. Je voulais pas faire ce que font les autres dans les qualités. Je voulais quelque chose d'assez différent. Et donc, on a lancé une qualité que tu peux voir en face de toi. Là, c'est un tissu avec un backing qui est assez épais, qui est très joli, qui est en grande largeur. Mais j'ai un problème pour le moment de raccord. C'est-à-dire que quand mon papier peint est tellement épais, et comme il est en tissu et qu'il y a un backing en dessous, quand je les mets ensemble, quand on les colle ensemble, on voit une ligne blanche. Donc forcément, c'est pas très esthétique. Donc, j'arrive pas à résoudre ce problème. Donc, j'espère le résoudre là dans les semaines qui viennent. Et dès que je l'aurai résolu, je pourrai sortir des belles collections de papier peint. Mais voilà, c'est juste technique. Je veux que ce soit parfait. Et pour le moment, ça l'est pas. Donc voilà, je le pousse pas trop. Et voilà, je veux pouvoir m'amuser. C'est-à-dire que je pourrais sortir que des fonds blancs. Et là, j'aurais plus de problème. Mais bon, nous, Thévenon, c'est la couleur. C'est la couleur et l'imprimé. Donc, il faut que je puisse m'épanouir dans les couleurs. Et voilà. Donc. Est-ce que tu as justement un motif chouchou, une collection que tu as aimé particulièrement ? Le problème, c'est qu'à chaque collection,
collection, j'ai mon chouchou. Donc en ce moment, voilà, j'ai un modèle qui s'appelle Idriss que j'adore. Voilà, c'est des espèces de gros nénuphars un peu art déco avec des couleurs voilà vives. On l'a imprimé sur lin, sur velours. Donc moi j'aime beaucoup la nouveauté, comme je te le disais tout à l'heure. Donc à chaque nouvelle collection, j'ai l'impression que j'ai sorti la plus belle collection de tous les temps. Donc voilà, non, j'ai pas de chouchou. Alors là où ta question est bonne, est très bonne, c'est que au début, lorsque j'ai repris l'entreprise familiale, j'avais peut-être tendance à vouloir sortir des imprimés, des motifs un peu commerciaux. Comme on le disait tout à l'heure, tu vois, regarder ce qui se faisait autour, ce qui marchait, et pas forcément lancer parfois des choses que j'aimais. Depuis, les choses ont changé, ont bien changé. Aujourd'hui, je ne sors, si le modèle, je l'aime vraiment, si je l'aime pas à 100%, si je l'adore pas, je le sors pas. Je ne sors que des choses que j'aime. Je voudrais, tout ce que je sors, je veux pouvoir le mettre chez moi. Je veux avoir envie de le mettre chez moi. Donc, et je pense que ça, c'est aussi le secret d'une belle collection et d'une maison avec une vraie différenciation et une vraie image. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Si on veut incarner ça à sa maison, voilà, il faut vraiment faire ce qu'on aime et pas se galvauder. Toi, tu interviens même sur la création, tu chapeautes vraiment tout. Oui, c'est même ce que je préfère. Hein, Combien vous êtes chez Maison Thévenot ? Aujourd'hui, on est une trentaine. Avec l'atelier, demain on sera une cinquantaine. Et alors je compte pas évidemment comme je te l'ai dit, le studio, je l'ai maintenant, il est plus en interne. Je travaille avec beaucoup de freelance. Alors ce sont toujours les mêmes. Ils ont chacun leurs mains. Ils sont tous très complémentaires. Et c'est ça qui est sympa. Donc, si je devais rajouter les freelances, on serait beaucoup plus. Parce que, voilà, en coloriste, designer, freelance, on est une quinzaine. Mais c'est assez amusant. On est une vraie maison, c'est-à-dire qu'ils viennent au bureau, on travaille ensemble, on travaille les dessins. Voilà, c'est une vraie maison. On rentre, on sort. Voilà, c'est une vraie maison familiale. Et on se raconte des choses, on dessine des choses ensemble. Voilà. Tu parles beaucoup d'élégance, tout pour des intérieurs élégants. C'est quoi, en fait, l'élégance, le bon goût en déco ? Il faut être humble. Hein. Moi, mon bon goût, ce sera pas celui de l'autre. Moi, ce que j'aime, si je dois dire ce que j'aime quand je rentre quelque part, c'est l'âme. Voilà, j'aime sentir une âme, et je pense que c'est le point commun avec toutes mes collabs, tous les designers avec qui on peut travailler. Ils ont vraiment un style, une harmonie. J'aime beaucoup voilà, je pense que l'harmonie est importante, c'est-à-dire que le mélange, on peut tout mélanger, mais il faut que ce soit harmonieux. Je pense que une fois encore, quand je parle d'harmonie, c'est le beau mélange. On parlait tout à l'heure de mix and match, j'aime beaucoup. Pour moi, le bon goût, c'est d'arriver. Par exemple, moi, si je dois parler de mon appartement, c'est un appartement haussmannien assez classique, tu vois, avec des parquets, des boiseries. J'ai trouvé chez un client il y a quelques années, il y avait des rouleaux de papier peint Zuber qui étaient troués, qui étaient complètement abîmés. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous en faites ? J'en fais rien. Est-ce que je peux vous les prendre ? Je les ai donnés, je les ai fait restaurer. Donc ce grand papier peint, j'ai fait un triptyque chez moi. Donc tout ça, c'est très classique. Mais à côté, c'est sympa de chiner à droite à gauche, de trouver des jolies pièces, que ce soit voilà, à Paul Bert, au Puce, enfin voilà, on trouve des belles pièces. Après, ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir quelques très belles pièces économiser pour s'acheter voilà dans des galeries par exemple là chez Galerie Créo ils ont lancé une très belle collection avec François Baucher. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir, on peut s'acheter une belle pièce et la mettre chez soi, et que l'ensemble, quand on arrive, il y a une sorte d'évidence. Moi j'aime pas les intérieurs qui choquent, j'en vois parfois dans les magazines. Moi j'aime que mon œil il trouve les choses harmonieuses. J'aime le beau. Voilà, pour moi le beau c'est l'harmonie, et surtout ne pas choquer. C'est quoi les choses qui choquent ? Parce que tu parlais aussi du mix and match, donc c'est quelque chose de différent ? Oui, je trouve que le beau mix and match, justement, il est harmonieux, il est raffiné, il est élégant. On parlait tout à l'heure de Pierre Sauvage et Casa Lopez, c'est du beau mix and match. Ce qui choque, c'est une œuvre contemporaine qui a été mise là au milieu de la pièce et qui est un peu là comme le cheveu sur la soupe. Il est pas évident. Moi j'aime bien. Alors c'est peut-être un côté classique, hein, je dis pas que j'ai raison, mais moi en tout cas moi je suis assez classique et j'aime bien ne pas être choqué. J'aime bien l'harmonie, j'aime bien que les choses soient évidentes. Moi, pour moi, une belle collection, quand je lance une collection, elle est évidente. Je vais pas sortir pour le plaisir une toile pornographique par exemple pour choquer. Moi j'aime bien que on trouve une collection belle, parce que les couleurs sont belles, parce que les dessins vont bien ensemble, parce que elle est neuve aussi. Voilà, la nouveauté, c'est important, c'est primordial, mais il faut être juste. Moi, j'aime bien cette idée d'être juste.
Alors chez toi, tu peux nous décrire un tout petit peu plus le style, on imagine. Oui, alors comme je te le disais, un peu à l'image de la maison Thévenon, une base assez classique, comme je te le disais, appartement haussmannien, des parquets, des boiseries, papier peint Zuber. Et puis après, voilà, des touches. Alors par exemple, là, je viens d'acheter Opus, des chaises pendant les années 70 de Jacobsen qui sont très sympas. J'ai aussi repéré un chien, voilà, un chien moulé énorme. Je le trouvais mignon. Donc voilà, je l'ai mis chez moi. Donc une base assez classique avec des petits twists contemporains, quelques belles pièces et puis beaucoup de tissus. Là, je veux dire, on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais alors moi, c'est pas du tout le cas. Je change, comme j'ai des grandes fenêtres en plus, ça me sert de, voilà, je peux exhiber Ah oui, tu changes collections régulièrement. tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je mets mes nouvelles collections. Comme je te disais là, est-ce que j'ai un chouchou ? Non, j'en ai pas. Le chouchou, c'est la nouveauté que je viens de sortir. Donc, je change. Je rajoute toujours des coussins. Donc, il y a énormément de coussins chez moi, beaucoup de rideaux, voilà, des têtes de lit. Ma femme, le changement, elle aime bien, mais jusqu'à une certaine limite. Donc là, à chaque fois, elle me dit, écoute, tu vas encore nous, la nouvelle collection arrive, donc maintenant, je lui dis même plus. Elle rentre le soir, elle voit que ça a changé. On a tout fait dans la journée. En plus, on a la chance d'avoir des collections très colorées, très fraîches. Je suis dans des styles qui sont en général dans l'air du temps. Voilà, nous, on est dans l'air du temps. On reste assez contemporain. Donc voilà, quand c'était l'art déco qui était plus à la mode, bah voilà, j'avais de l'art déco, des tissus art déco à la maison. Là, en ce moment, je vais mettre une collection que j'ai lancée avec Aurélien Jonot. Aurélien Jonot, il a une galerie, il est spécialiste des designers d'après-guerre. Alors lui, il a une prédilection pour Pierre Gariche et on a dessiné ensemble un tissu qui reprend un peu tous les codes de ces 30 glorieuses, des designers des 30 glorieuses, donc c'est un peu vertical. Et il y a un tissu qu'on a sorti ensemble que j'adore sur l'Inde, donc voilà, là c'est celui que je vais mettre à la maison. Là, Est-ce que tu as un meuble ou un objet préféré, fétiche ? Ouais, il y en a beaucoup. Oui, si. Alors, j'aime beaucoup. Là en ce moment, là je pense à ça, j'aime beaucoup le fauteuil les fauteuils de Vladimir Kagan, tu sais, les grands fauteuils arrondis. Voilà, je trouve ça je les adore. J'aime beaucoup toutes les pièces marketées en paille de Jean-Michel Franck. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé. Après, j'aime aussi beaucoup chez les contemporains. J'aime bien les œuvres des frères Brolec. Voilà, c'est cette espèce de luminaire absolument incroyable qu'ils ont installé à Versailles. Voilà, ça me parle beaucoup. Et voilà, mais après, objet fétiche, moi j'aime beaucoup en permanence. Voilà, je crois que j'ai un objet que j'aime tous les jours, donc c'est une question piège parce que j'ai pas d'objet fétiche en soi. J'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup, voilà, en permanence j'ai des coups de cœur. Donc c'est dur et puis avec toutes ces collabs que je lance, je découvre en plus des nouveaux univers que je ne soupçonnais pas. On parlait à l'instant de la reconstruction de toute cette période d'après-guerre, voilà, que j'ai découverte grâce à Aurélien Jonot. C'est vrai qu'il me fait découvrir du mobilier, des choses voilà, Gascoigne. Je connaissais très mal Gascoigne, et quand j'ai découvert son univers, tout son mobilier, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Voilà, je connaissais pas avant. Donc voilà, chaque période, je crois, un peu comme mes collections, les goûts évoluent et puis on a des coups de cœur en permanence. Donc ouais, c'est dur de répondre à cette question. J'imagine. Bon, merci beaucoup Vincent pour toutes ces précieuses informations. Je t'en prie, merci à toi. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.